Le SUV de la famille Henderson dérapa brutalement alors que la petite Ella, 12 ans, hurlait depuis la banquette arrière, son trophée de football tombant sur le plancher dans un fracas métallique. Devant eux, titubant sur la voie d'urgence de l'Interstate 84, avançait un gigantesque berger allemand. Son pelage sombre était collé par le sang et ses yeux bruns, brillants d'intelligence et de détresse, se fixèrent sur eux à travers le pare-brise. Ce n'était pas un chien errant comme les autres. Clara Henderson eut le souffle coupé, son instinct de vétérinaire reconnaissant immédiatement, malgré ses blessures, la prestance militaire de l'animal. Daniel, les jointures blanchies sur le volant, luttait pour maintenir le véhicule droit, tandis que des poids lourds de 30 tonnes filaient à 80 miles à l'heure, les rafales de vent menaçant à chaque instant de projeter le chien mourant sous leurs roues. Et là, le visage collé à la vitre, observait en pleurant le berger allemand avancer d'un pas régulier, comme un soldat refusant d'abandonner malgré la douleur. Sa voix se brisa lorsqu'elle supplia « Papa, il faut qu'on s'arrête, s'il te plaît, on ne peut pas le laisser là. » Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que sauver ce chien allait bientôt les confronter à une vérité déchirante sur la loyauté, le sacrifice et le prix insupportable de la survie. Laissez un petit j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires en précisant la ville d'où vous nous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. La famille Henderson avait toujours cru aux secondes chances, même si elle n'avait jamais imaginé en avoir autant besoin elle-même. À 45 ans, Daniel Henderson, récemment licencié après 15 ans à traiter des dossiers d'assurance, contemplait chaque matin la pile de lettres de refus posées sur la table de la cuisine, comme un homme lisant son propre avis de décès. Le plan de restructuration de son entreprise n'avait pas seulement amputé son salaire, il avait aussi arraché une part essentielle de son identité. Souvent, il répétait à Ella « On mesure un homme à la manière dont il traite ceux qui ne peuvent rien lui rendre ». Une phrase que son propre père lui lançait autrefois au bord d'un terrain de football du vendredi soir. Mais ces mots résonnaient aujourd'hui comme une cruelle ironie, lui qui n'arrivait même plus à protéger sa propre famille. Clara Henderson connaissait trop bien le poids des rêves brisés. 3 ans plus tôt, elle figurait parmi les spécialistes canins les plus respectés de la police de Nashville. Son gabarit frêle n'empêchait pas les chiens de travail de lui obéir au doigt et à l'œil, ni ses collègues de la considérer comme un pilier de l'unité. Mais un accident lors d'un entraînement avait brisé 2 vertèbres de son dos, anéantissant sa carrière et son assurance. Depuis, elle vivait avec une douleur chronique, réduite à des tâches administratives dans une clinique vétérinaire de banlieue, alors que les chiens qu'elle avait formés continuaient à sauver des vies sans elle. Un soir, dans un murmure désespéré adressé à Daniel, elle avait confié « J'ai passé ma vie à apprendre à des chiens comment sauver des gens. Peut-être qu'un jour, c'est un chien qui me sauvera. » Et là, leur fille unique, 12 ans, mélange parfait de la détermination maternelle et de la loyauté paternelle, semblait avoir hérité d'une sagesse plus vieille que son âge. Ses après-midi étaient absorbés par le football, ses soirées consacrées aux devoirs, mais son cœur appartenait aux animaux. 3 chats errants recueillis, un oisillon sauvé, et même l'intégralité de son argent de poche dépensé un jour pour nourrir le refuge du comté. Quand son père lui demandait pourquoi elle s'attachait autant aux chiens, sa réponse restait invariable « Les chiens ne te mentent pas. Ils te montrent qui ils sont vraiment. » À une vingtaine de minutes de là, dans une modeste maison de campagne, où elle avait élevé Daniel, Dorothy Dot Henderson, 75 ans, perpétuait les routines qu'il avait maintenues debout à travers les joies et les drames. La guerre du Vietnam avait emporté son mari Frank bien des années après son retour, un cancer sournois qu'elle n'avait jamais vraiment accepté. Elle continuait à préparer 2 tasses de café le matin, discutait le soir devant un fauteuil vide et priait chaque nuit pour un homme dont la médaille du cœur pourpre prenait la poussière sur la cheminée. À mon époque, on n'abandonnait pas la famille, qu'elle ait 2 ou 4 pattes, déclarait-elle chaque fois que Daniel insinuait qu'elle devrait envisager une maison de retraite. Ce qu'elle ne disait jamais, ce qu'elle ne pouvait se résoudre à avouer, c'est qu'elle avait déjà enterré un enfant. Son premier-né, officier James Martinez, avait choisi de garder le nom de son père biologique et il avait emporté son cœur lorsqu'une bombe, destinée à un autre, avait fauché sa vie. Sous le poids des dettes médicales, de l'incertitude professionnelle et des rêves inachevés, la famille Henderson se fissurait lentement. Le fonds d'études d'Ella diminuait mois après mois,
Les traitements de Clara coûtaient de plus en plus cher, et la fierté de Daniel se réduisait à chaque candidature sans réponse. Ils avaient besoin d'un miracle, mais aucun n'aurait parié que ce miracle surgirait, blessé et chancelant, au bord d'une autoroute brûlée de soleil. Ce jour d'octobre, la chaleur écrasait l'asphalte de l'Interstate 84. Daniel stoppa leur vieux SUV Honda sur la bande d'arrêt d'urgence, les feux de détresse projetant sur la route des éclats ambrés qui semblaient battre comme un cœur affolé. Autour d'eux, les voitures fonçaient à toute allure, les bourrasques projetant des détritus en spirale mécanique. « Restez dans la voiture !» ordonna Daniel, la voix ferme, mais les mains tremblantes sur la poignée de porte. 20 mètres plus loin, le berger allemand s'était effondré. Sa silhouette massive secouée de tremblements, ses yeux sombres rivés sur eux, avec une intensité presque humaine. Clara détacha sa ceinture malgré l'interdiction, son instinct professionnel reprenant le dessus. « Il est déshydraté !» cria-t-elle pour couvrir le rugissement des moteurs. « Regarde comme il traîne la patte arrière gauche et la langue pendante, c'est une hyperthermie. On a quelques minutes avant qu'il ne bascule en choc. » Ella, collée à la vitre, observa le chien lutter pour se relever. Ce n'était pas seulement ses blessures qui troublaient la fillette, mais son maintien. Ce chien ne s'était pas simplement perdu. Il avait été laissé derrière, et il le savait. Daniel s'approcha lentement, main visible, voix posée malgré la tempête sonore. « Tranquille, mon grand, on est là pour t'aider. » Les oreilles du berger se dressèrent, non pas comme un animal effrayé, mais comme un soldat en état d'alerte, évaluant une menace potentielle. Clara fronça les sourcils. « Daniel, fais attention. Regarde sa posture. Il a été entraîné pour quelque chose. » Accroupi à moins d'1 mètre, Daniel tendit la main paume vers le ciel. Le chien, plutôt que de reculer ou grogner, se redressa avec peine et avança de 2 pas calculés. Puis il s'assit, exactement à une 40aine de centimètres de sa main. Une approche contrôlée, digne des meilleurs entraînements. « Bon garçon », murmura Daniel, le laissant flairer son odeur avant de caresser doucement son encolure. Sous le poil collé, il sentit une marque nette, la trace récente d'un collier disparu. « Clara, il a des marques autour du cou. Quelqu'un l'a retiré récemment. » La réaction du chien fut bouleversante. Il s'appuya contre la main de Daniel, un gémissement grave sortant de sa gorge. Pas de douleur, de soulagement. Comme s'il comprenait que son calvaire touchait enfin à sa fin. Le hisser dans le SUV demanda 20 minutes de patience et d'effort. Mais le chien coopéra comme s'il savait que ces étrangers représentaient sa seule chance. À peine installé, il se coucha sur le plancher, sa tête posée contre le genou d'Ella. Clara observa la scène avec émotion. « Il t'a choisi. Des chiens comme ça ne font pas confiance facilement. Il voit quelque chose en toi. » Ella, caressant ses oreilles, sentit les respirations haletantes ralentir jusqu'à devenir régulières. « Comment tu t'appelles ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» murmura-t-elle. Le trajet jusqu'à la clinique vétérinaire où travaillait Clara prit 15 minutes à travers le trafic du samedi. Durant tout le trajet, le berger allemand resta immobile derrière le siège d'Ella, la tête posée contre son genou, comme s'il cherchait refuge auprès d'elle. Clara appela en urgence sa collègue et amie, la docteure Patricia Alvarez, spécialiste en médecine d'urgence animale. « Pat, je t'amène un berger allemand, 4 ou 5 ans peut-être. Déshydratation sévère, blessure récente, possible abandon. Prépare la salle 2. » Docteur Alvarez les attendait déjà dans le parking. Gants en latex aux mains, cheveux gris attachés en queue de cheval. « Amenez-le directement en salle d'examen, » ordonna-t-elle, observant son état d'un œil expert. Daniel le souleva avec précaution, mais remarqua aussitôt la musculature encore ferme du chien, comme s'il avait été entraîné jusqu'à récemment. « Ce n'est pas un errant comme les autres », souffla docteur Alvarez. L'examen révéla une histoire gravée dans son corps. Le chien pesait 30 livres de moins que la normale, ses coussinets étaient usés par des kilomètres d'asphalte, mais ses dents étaient impeccables, ses griffes taillées. Le détail le plus révélateur survint lorsque la vétérinaire passa un lecteur de puces électroniques sur son cou. Un bip sonore résonna immédiatement. « Il est identifié », annonça-t-elle en consultant l'écran. « Nom enregistré, justice, propriétaire, service K9 de la police de Nashville. » Elle fronça les sourcils. « Mais attendez !» Clara se figea. « Pat, recommence le scan. » Un deuxième bip confirma la lecture. « Justice, matricule K9, 347. » Premier maître, officier James Martinez. Contact secondaire, officier Marcus Webb. Lorsque Dr Alvarez appela le numéro inscrit dans la base, elle fut transférée 3 fois avant qu'un sergent de garde ne lui explique.
L'officier Martinez a été tué en service il y a 8 mois. Son chien a été confié à son collègue Marcus Webb, mais celui-ci a été renvoyé il y a 6 mois. Depuis, plus personne n'a eu de nouvelles du chien. Et là, malgré les tentatives de ses parents pour l'éloigner de la conversation, avait tout entendu. Elle posa une main sur la tête du berger allemand et murmura « Justice. Ton nom, c'est Justice. » Les oreilles du chien se dressèrent immédiatement. Sa queue battit une fois, et il leva ses yeux brillants vers elle, emplis d'un espoir nouveau. Docteur Alvarez poursuivit l'examen avec gravité. « Il a erré des semaines, peut-être des mois ? Regardez ici, dit-elle en montrant une cicatrice nette sur son épaule. Petite chirurgie, probablement l'an dernier. Et ces marques sur ses pattes, elles correspondent à des blessures causées par une explosion. » Daniel et Clara échangèrent un regard lourd. Ce n'était pas un simple animal abandonné. Justice était un chien policier décoré, survivant d'un drame, porteur de blessures profondes. Alors qu'ils se préparaient à le ramener chez eux pour la nuit, Ella prit une décision qui allait changer leur vie. Elle saisit son téléphone et tapa un message. « On vient de trouver ce berger allemand incroyable, abandonné sur l'I-84. Son nom est Justice. C'était un chien policier dont le maître est mort. Quelqu'un sait ce qui lui est arrivé ? Et Justice le chien, Shotio Canov Rescue, chez Nashville PD. » Elle posta le message sur Instagram, TikTok et Facebook avant que ses parents ne puissent l'en empêcher. En 6 heures, la publication avait déjà été partagée plus de 800 fois. 2 jours plus tard, elle dépassait les 2000 partages. La photo d'Ella, main posée sur le chien blessé, avait touché une corde sensible chez de nombreux policiers et anciens maîtres chiens. Plusieurs agents contactèrent directement la famille, certains affirmant reconnaître Justice à sa carrure et ses marques distinctives. Le premier indice concret arriva d'une agente nommée Rebecca Torres de l'unité K9 de Nashville. Elle appela Clara après avoir vu la publication. Ce chien ressemble exactement à Justice, le partenaire de Martinez. Mais c'est impossible. Martinez est mort il y a 8 mois et le chien avait été confié à Marcus Webb. Nous pensions qu'il était toujours avec lui. Clara sentit son cœur accélérer. « Que s'est-il passé exactement avec l'officier Martinez ?» demanda-t-elle. La voix de Torres hésita un instant avant de répondre. Il enquêtait sur une opération de drogue, une voiture piégée. Martinez a été tué sur le coup, mais son chien a survécu, blessé. Webb devait prendre soin de lui ensuite. Mais Webb n'allait pas bien. Stress post-traumatique, alcool, absence, il a été renvoyé, et depuis, plus rien. Ce soir-là, la famille Henderson se réunit dans le salon pour discuter de l'avenir de Justice. Daniel prit la parole d'un ton grave. « On a recueilli bien plus qu'un chien abandonné. C'est un chien policier, un vétéran. Mais ses blessures sont sérieuses. » Clara confirma en remarquant une aggravation. La boiterie de Justice s'accentuait, et parfois, il s'immobilisait soudain, oreilles tendues, comme s'il revivait une scène invisible. Ce sont des flashbacks, nota Dorothy, qui avait passé sa vie à soigner des vétérans. J'ai vu ça trop souvent. Un bruit, un mouvement soudain, et tout revient. Ella filma ces épisodes en secret, créant un journal vidéo qu'elle partageait sur son compte. Une séquence où Justice réagissait violemment à une sirène de police entendue au loin fit des milliers de vues. Très vite, une communauté d'anciens maîtres chiens se forma autour de ces vidéos, chacun partageant son expérience avec des chiens de service traumatisés. Mais l'argent manquait. Les consultations vétérinaires s'accumulaient. Docteur Alvarez recommanda un neurologue canin spécialisé, mais le devis dépassait les $1000 avec des examens pouvant grimper jusqu'à 3000. Daniel n'avait plus que 5 semaines d'allocation chômage et le salaire à mi-temps de Clara suffisait à peine aux frais du quotidien. Il faut être réaliste, lâcha Daniel lors d'une discussion tendue. Je veux aider Justice autant que vous. Mais on ne peut pas se ruiner pour un chien qu'on connaît depuis 2 semaines. Peut-être que la police doit prendre le relais ? Et là éclata. Ce n'est pas juste un chien, papa. C'est un vétéran. Son maître est mort pour protéger des gens. Tu dis toujours qu'on n'abandonne pas la famille. Eh bien, Justice, c'est la famille maintenant. Comme pour appuyer ces mots, Justice se leva lentement et alla s'asseoir devant la porte d'entrée, en position de garde parfaite, tête haute, oreille droite. Un instant plus tard, un coup discret résonna. Daniel, jetant un œil par le judas, aperçut un homme d'une 30aine d'années, maigre, au regard inquiet, portant les restes d'une posture militaire. En ouvrant la porte, il entendit « Je m'appelle Marcus Webb. Je suis venu pour Justice. » La réaction du chien fut bouleversante. Il s'approcha avec reconnaissance que frémissante, mais ses yeux trahissaient une confusion douloureuse. Cet homme, il le connaissait. Il l'avait attendu, mais il l'avait aussi perdu. Clara se plaça devant sa famille, le regard dur. «
C'est vous qui l'avez abandonné sur l'autoroute ?» Marcus hocha la tête sans chercher d'excuses. « Oui, et c'est la plus grande erreur de ma vie. » Sa voix tremblait sous le poids de la culpabilité. « Je n'ai cessé de vérifier qu'il allait bien. J'ai vu vos vidéos, vos soins. Vous lui avez donné ce que je n'ai pas su offrir. » Et là surgit derrière sa mère, les yeux brillants de défi. « Et c'était quoi, ce que vous n'avez pas pu lui donner ?» Marcus baissa les yeux. De l'amour sans culpabilité. Chaque fois que je le regardais, je revoyais James mourir. Je n'arrivais pas à séparer le chien de ce souvenir. Je ne pouvais pas être pour lui ce qu'il méritait, alors que moi-même je me noyais. Dorothy sortit de la cuisine, s'approcha lentement, son regard de vieille infirmière militaire analysant chaque geste de Marcus. Elle y reconnut aussitôt le visage d'un homme écrasé par le syndrome post-traumatique. « Entrez », dit-elle simplement. « Vous avez l'air d'un homme qui n'a pas mangé depuis des jours. Et Justice mérite de comprendre pourquoi vous l'avez laissé. Parfois, la guérison commence quand on ose enfin dire la vérité. » La conversation qui suivit bouleversa tous les Henderson. Marcus s'assit dans le salon, son corps frêle plié par une fatigue invisible. Justice, lui, resta à ses pieds, partagé entre joie et reproche, la queue battant mollement. Clara, toujours méfiante, garda les bras croisés, tandis que Dorothy observait avec une autorité silencieuse, comme si elle dirigeait encore une salle d'hôpital militaire. Marcus inspira profondément, cherchant ses mots. James Martinez était mon meilleur ami. On a traversé l'académie ensemble, patrouillé côte à côte 3 ans durant. J'aurais dû être son binôme ce soir-là. J'aurais dû être là. Mais j'ai eu 15 minutes de retard. 15 minutes, et James est mort seul, dans cette explosion. Sa voix se brisa, et ses mains tremblèrent en couvrant son visage. Justice a essayé de le tirer hors de la voiture. Moi, je n'étais pas là. Depuis, chaque fois que je voyais ce chien, je revivais ma faute. Clara sentit une part de sa colère céder la place à quelque chose de plus complexe, de la pitié mêlée à de la douleur. « Alors, vous avez cru qu'en l'abandonnant, vous le protégeriez de vos propres démons ?» demanda-t-elle. Marcus hocha la tête. « Je pensais que quelqu'un de meilleur que moi finirait par le trouver. Mais j'étais ivre ce soir-là. J'ai choisi la pire façon. Je l'ai laissé là où j'espérais qu'il soit vu. Puis j'ai fui. » Et là s'avança, la voix tremblante mais ferme. « Vous savez ce que vous lui avez fait ? Il vous attendait tous les soirs. Il croyait que vous reviendriez. Et vous étiez juste trop lâche pour lui dire au revoir. » Ces mots frappèrent Marcus comme une gifle, mais il ne protesta pas. Dorothy prit enfin la parole, son ton calme, tranchant avec la tension. « J'ai vu des soldats revenir du front, persuadés qu'ils avaient tué leur frère par leur absence, par une erreur de timing. Vous portez la même blessure, mais Justice ne vous condamne pas. Il attend encore, c'est pour ça qu'il est là, entre nous deux mondes. » Cette nuit-là, le passé, le présent et les blessures de chacun se mêlèrent. Justice, sans comprendre les mots, percevait chaque émotion, et sa fidélité silencieuse liait désormais ses vies éparpillées. Les jours suivants, les choses devinrent plus étranges encore. Ella fut réveillée une nuit à 3h17 précises. Dans l'ombre de sa chambre, Justice se tenait figée, oreilles dressées, comme s'il percevait une menace invisible. Puis, calmement, il ramassa ses peluches une à une et les cacha sous son lit. Le lendemain, il répéta ce comportement avec les chaussures de Daniel et les lunettes de lecture de Clara. « C'est comme s'il essayait de protéger nos affaires », expliqua Ella au petit déjeuner. Clara fronça les sourcils, son instinct d'ancienne dresseuse revenant au galop. « Non, ce n'est pas seulement ça. Dans la formation K9, on apprend aux chiens à sécuriser des preuves, à protéger des objets de valeur. Justice refait ce qu'il a appris. Pour lui, nos affaires sont des preuves. Ce comportement signifie une chose, il a perdu quelqu'un d'essentiel. Il garde ce qui reste. » Peu à peu, Ella remarqua aussi autre chose, une voiture noire garée de plus en plus souvent de l'autre côté de la rue. Un vieux modèle de Ford Crown Victoria semblable à une ancienne voiture de patrouille. Toujours la même silhouette à l'intérieur, observant la maison sans jamais s'approcher. Justice, chaque fois, réagissait de façon troublante. Alerte, tendu, mais pas agressif. Comme s'il reconnaissait cette présence et s'en sentait à la fois attiré et triste. Pendant ce temps, l'argent devenait une angoisse constante. Les allocations chômage de Daniel n'avaient plus que 6 semaines d'existence et les revenus partiels de Clara suffisaient à peine pour les factures et l'alimentation spécifique du chien. Les séances de physiothérapie et les médicaments prescrits par Dr Alvarez représentaient déjà un gouffre. Un soir, la tension explosa. « On ne peut pas continuer comme ça », déclara Daniel, les traits marqués par l'inquiétude. « Ce chien va nous ruiner.
Nous devons envisager de le confier au service de la police. » Et là se leva brusquement, ses poings serrés. « Tu ne comprends donc rien ? Justice n'est pas qu'un chien. C'est un vétéran, comme grand-père Frank. Et on n'abandonne pas les vétérans quand ils souffrent. » Dorothy, qui écoutait en silence depuis sa chaise, intervint calmement. « Votre grand-père disait toujours, quand tu vois la souffrance, tu ne détournes pas le regard. Ce chien est revenu à nous pour une raison. » Ses yeux se perdirent un instant, et elle ajouta d'une voix tremblante, « Et peut-être parce qu'il porte encore quelque chose de mon fils. » La vérité arriva comme un coup de tonnerre une semaine plus tard. Elle a reçu un message anonyme sur son compte Instagram. « Je connaissais James Martinez et Justice. L'histoire qu'on vous a racontée n'est pas complète. » Le message contenait une coupure de presse. Policier de Nashville tué lors d'une enquête. Son chien K9 survit. L'article détaillait la mort de James Martinez, expliquant que son partenaire canin avait été blessé par des éclats, mais avait survécu. À la fin, une ligne glaciale indiquait « Survivant, sa mère, Dorothy Martinez, résidant à Franklin, Tennessee ». Ella, bouleversée, montra l'article à sa grand-mère. Dorothy blêmit, ses mains tremblant si fort qu'elle dut s'asseoir. « James, murmura-t-elle, mon garçon, c'était son chien, c'était Justice. » Les larmes coulèrent sur son visage ridé. « C'est pour ça qu'il me semblait familier. C'est pour ça qu'il veillait chaque nuit. Il attendait que James rentre. » Le puzzle se refermait. Justice n'avait jamais cessé de chercher son maître. Ses veilles devant la porte, ses gardes silencieuses, sa douleur à chaque sirène, tout prenait sens. Mais la pire nouvelle tomba lors du contrôle vétérinaire du 4e mois. Les radios révélèrent que ses blessures d'explosion avaient causé des dégâts plus graves qu'anticipés. Justice développait une myélopathie dégénérative, une maladie progressive qui allait paralyser ses pattes arrière. Avec traitement, 1 an peut-être de mobilité, expliqua doucement Dr Alvarez. Sans rien, 3 mois avant la paralysie. Et la douleur sera réelle. Ella éclata en sanglots. Non, pas question. Justice a survécu à une bombe, à l'abandon. On ne va pas l'abandonner maintenant. Daniel, lui, regardait le devis. Des milliers de dollars, plus que ce qu'ils avaient. Même avec leurs économies, ils pouvaient couvrir à peine 2 mois de soins. Clara posa une main sur son bras. Daniel, mais il secoua la tête, incapable de prononcer le mot qu'il craignait. Euthanasie, ce fut Dorothy qui parla, la voix basse mais inébranlable. « Je vais vendre la maison, celle que Frank avait construite. » Elle vaut largement assez pour couvrir son traitement. La réaction fut immédiate. Daniel protesta. « Jamais je n'accepterai que tu sacrifies ta maison pour un chien. » Clara secoua la tête, refusant aussi. Même Ella, malgré son désespoir, comprit la gravité de l'offre. Dorothy se redressa, ses yeux brillants d'une détermination forgée par des décennies de pertes. « Cette maison, ce n'est que du bois et des briques. Sans Frank, sans James. Elle est vide. Mais Justice est vivant. Et il est la dernière trace de mon fils. Frank me disait toujours, « Dot, quand tu vois un être souffrir, tu n'as pas le droit de tourner le dos. » Silence. Le destin de Justice venait de s'imposer à tous. La révélation de Dorothy n'était que le début d'une tempête qui allait tout bouleverser. Quelques jours plus tard, alors que la famille essayait encore de digérer l'idée de vendre la maison, Marcus revint sous la pluie battante d'un jeudi soir. Daniel n'était pas là, parti à un nouvel entretien d'embauche. Clara ouvrit la porte et trouva un homme méconnaissable. Vêtements froissés, yeux rougis, silhouette affaissée comme si le poids de ses fautes l'écrasait. « Je suis Marcus Webb », répéta-t-il d'une voix brisée. « Je voulais voir Justice, juste m'assurer qu'il allait bien. » Clara sentit l'instinct maternel et protecteur s'allumer comme une alarme. Elle se posta devant l'entrée, prête à lui barrer le passage. Mais derrière elle, Justice avait entendu la voix. Le chien s'approcha, la queue frémissante, hésitant entre la joie et une confusion presque douloureuse. Son museau pressa contre la porte, un gémissement doux franchissant ses babines. Clara lança froidement. « C'est vous qui l'avez laissé sur le bord de l'autoroute. » Marcus ne chercha pas à nier. « Oui, et je le regrette chaque jour. » Sa voix tremblait, mais il ne détourna pas les yeux. « Je l'ai vu souffrir à travers vos vidéos, mais j'ai aussi vu que vous l'aimiez mieux que moi. J'ai échoué comme maître, j'ai échoué comme ami de James. Je n'ai plus rien, sauf ce besoin de m'assurer qu'il reçoit enfin ce qu'il mérite. » Justice, derrière la porte, se pressa plus fort contre le battant, émettant un son plaintif. Ses yeux disaient tout, la reconnaissance, mais aussi la blessure de l'abandon. Marcus, en larmes, s'agenouilla sur le seuil. « Je suis désolé, partenaire. Tellement désolé. Je n'ai pas su être fort pour toi. J'ai vu James mourir.
et je t'ai abandonné parce que je n'arrivais plus à respirer dans ton ombre. » Ella, qui observait derrière sa mère, intervint. « Vous saviez que c'était le chien de James, pas vrai ?» Marcus hocha la tête. « Oui, James était mon frère de cœur, et je l'ai laissé tomber. Je n'ai pas seulement perdu mon ami, j'ai perdu Justice, parce que chaque fois que je le regardais, je revoyais son sang. J'ai cru, qu'en le laissant, quelqu'un d'autre prendrait le relais. Mais c'était une lâcheté. » Dorothy s'avança lentement, sa voix douce mais ferme. « Vous étiez le partenaire de mon fils ?» Marcus releva les yeux, surpris. « Oui, madame. Et vous ? Vous êtes sa mère. Je reconnais son regard dans le vôtre. » Dorothy hocha la tête. « Alors vous êtes de la famille. Et la famille n'abandonne pas. Entrez. Nous devons parler. » Cette nuit-là, Marcus raconta tout. Son alcoolisme après la mort de James, ses cauchemars, son renvoi, sa culpabilité dévorante. Dorothy, avec la patience d'une femme qui avait soigné des générations de soldats brisés, lui rappela que les blessures invisibles pouvaient être pires que les éclats de métal. Mais Justice, lui, ne voyait ni faute ni regret. En entendant son ancien maître, il posa son museau sur ses genoux, comme pour lui dire qu'il lui pardonnait déjà. Pendant ce temps, l'histoire de Justice explosait en ligne. Les vidéos d'Ella attiraient désormais des dizaines de milliers de vues. Une publication où elle montrait le chien en panique à l'approche d'une sirène atteignit 50 000 partages en une nuit. Elle lança un appel simple. « Aidez-nous à sauver Justice, un héros K9 qui a perdu son maître. » En quelques heures, une collecte GoFundMe dépassa 25 000 $. Mais avec la célébrité vint le danger. Les médias se saisirent de l'histoire. Journaux locaux, chaînes d'infos, tous voulaient filmer la famille Henderson et leur chien héros. Des titres fleurirent. Un K9 vétéran sauvé par une famille du Tennessee. Mais l'attention fit aussi ressurgir le passé de Marcus. Un article révéla son renvoi, ses problèmes psychologiques et surtout son abandon du chien. La fureur publique ne tarda pas. Menaces de mort, insultes en ligne, manifestations devant son appartement. On le traitait de lâche, de tueur de chiens. Une nuit, Dorothy le retrouva assis dans sa voiture devant sa maison, incapable de frapper. Elle tapa à la vitre et découvrit un homme en larmes. « Je n'ai jamais voulu ça, murmura-t-il. Je voulais seulement qu'on l'aime comme James l'aimait. Je n'ai jamais voulu lui faire plus de mal. » Dorothy, la voix tremblante mais ferme, répondit « La douleur, tu ne peux pas la fuir, Marcus. Crois-moi, j'ai essayé après Frank, après James. Mais Justice a été perdue assez longtemps. Il est temps de rentrer. » La situation médicale de Justice, elle, empirait. Les examens montraient une aggravation plus rapide que prévu. Ses pattes arrière perdaient de la force. Son pas devenait incertain. Dr Alvarez évoqua une solution expérimentale à l'université vétérinaire de Géorgie. Une chirurgie risquée, coûteuse et aux résultats incertains. Le devis, 40 000 $. Une somme astronomique pour la famille. Si c'était mon chien, admit la vétérinaire, et que j'avais des moyens illimités, j'essaierais. Mais si j'étais une famille ordinaire, je penserais à lui offrir une fin digne. Ella éclata, sa voix résonnant dans la salle de consultation. Il ne va pas mourir. Justice a survécu à une bombe. Il a survécu à l'abandon. Ce n'est pas maintenant qu'on va l'abandonner. Les larmes roulaient sur ses joues, mais ses mots vibraient comme une déclaration de guerre. À ce moment précis, Daniel reçut une nouvelle qui déchira encore plus le dilemme. Après des mois de refus, il avait enfin obtenu une offre d'emploi. Solide, bien payé, avec avantage. Mais le poste était à Charlotte, en Caroline du Nord. Départ dans 3 semaines. Cela signifiait un nouveau départ financier, un avenir assuré pour Ella, mais aussi abandonner l'équipe médicale qui suivait Justice, abandonner le programme expérimental, repartir à zéro. « Prends le travail », souffla Clara, même si ces mots semblaient la blesser physiquement. On ne peut pas sacrifier l'avenir d'Ella pour un chien, même si on l'aime. Mais Ella, en larmes, répliqua aussitôt. « Alors c'est ça, maman ? Tu veux que je vive en sachant qu'on a laissé Justice mourir parce que c'était trop cher ? Quel genre de personne ça fera de moi ?» Daniel, assis dans le silence, sentit son monde s'écrouler. Choisir entre la survie financière de sa famille et la vie d'un chien qui était devenu l'âme de leur foyer. Mais Dorothy, silencieuse jusque-là, avait déjà pris sa décision. Elle avait contacté en cachette des associations de vétérans, des unités de police, des fondations pour chiens militaires. Elle avait même commencé à convertir ses économies et les bénéfices de son défunt mari. « Je ne laisserai pas ce chien mourir », déclara-t-elle, « pas après ce qu'il a fait pour mon fils. » La surprise la plus inattendue vint pourtant de Marcus lui-même.
Malgré les insultes publiques, il se présenta à une conférence de presse organisée par le département de police. Les caméras pointées sur lui, il prit une profonde inspiration et dit « Oui, j'ai abandonné justice, parce que j'étais lâche, parce que je n'arrivais plus à affronter ce qu'on avait perdu. Mais cette famille, les Henderson, ont montré à justice la loyauté qu'il méritait. Si vous voulez vraiment honorer la mémoire de l'officier James Martinez, aidez-les à sauver son chien. » Son discours fit l'effet d'une bombe. Des services de police promirent des dons. Des associations de vétérans appelèrent. L'université vétérinaire annonça que Justice serait admis comme cas boursier. La prise en charge couverte à 75%. Et plus incroyable encore, une colonelle des Marines à la retraite, Patricia Williams, proposa de fonder une organisation nationale au nom de James Martinez pour aider les chiens de service blessés et abandonnés. L'Amérique entière découvrait l'histoire de Justice. La nouvelle de l'opération de justice se répandit comme une traînée de poudre. Des vétérans, des familles endeuillées et d'anciens maîtres chiens commencèrent à envoyer des messages de soutien. Chaque matin, Ella découvrait des centaines de commentaires de parfaits inconnus. « Mon mari a servi avec un K9, merci de sauver le vôtre. J'ai perdu mon frère en Irak, ce chien nous représente tous. » Justice devenait un symbole national, celui des cicatrices invisibles laissées par les guerres et les pertes. Le jour du départ pour l'université vétérinaire de Géorgie, toute la famille Henderson accompagna Justice. Le chien, affaibli mais digne, monta dans le SUV, son corps massif plié avec difficulté mais son regard plus clair que jamais. Dorothy serrait dans ses mains une vieille photo de James en uniforme, avec Justice encore jeune, fier et droit à ses côtés. « Tu dois revenir, mon garçon » murmura-t-elle en la glissant dans le sac de transport. L'accueil, à l'université, fut impressionnant. Des étudiants vétérinaires attendaient déjà devant l'entrée, certains avec des pancartes « Courage Justice ». Le docteur Raymond Collins, chirurgien en chef, un homme à la barbe poivre et sel et au regard dur mais compatissant, les prit à part. « L'opération est risquée. Nous allons tenter de retirer les éclats métalliques restés dans sa colonne depuis l'explosion. Nous placerons aussi une greffe pour ralentir la dégénérescence. Mais il y a 20% de chances qu'il ne se réveille jamais. » Un silence lourd s'abattit. Ella agrippa le collier de Justice, les larmes jaillissant sans prévenir. « S'il te plaît, basse-toi. Tu n'as pas survécu à tout ça pour partir maintenant. » Le chien posa sa patte sur sa main comme s'il comprenait. L'opération dura 8 heures. La famille, épuisée, attendit dans une salle blanche aux murs trop froids. Dorothy pria silencieusement en serrant entre ses doigts le médaillon de son mari défunt. Marcus fit les 100 pas dans le couloir, chaque tic-tac de l'horloge résonnant comme une punition. Clara tenta de rassurer Ella, mais ses propres yeux trahissaient la peur. Lorsque le docteur Collins réapparut enfin, son visage était illisible. Il a survécu. Un souffle de soulagement traversa la pièce. Mais il ajouta aussitôt, ce que nous avons trouvé était plus complexe que prévu. Plusieurs éclats avaient migré près de la moelle épinière et un morceau de métal portait une inscription. Il sortit un petit sachet transparent. À l'intérieur, un fragment noirci portait encore des lettres gravées. J.M. Dorothy porta une main à sa bouche. James Martinez, le chirurgien hocha la tête. Nous pensons que c'était une partie de son insigne, emportée dans l'explosion. Ce chien a porté un morceau de son maître en lui tout ce temps. Les larmes jaillirent, incontrôlables. Ella embrassa la tête de Justice encore endormie, chuchotant. « Tu ne l'as jamais vraiment quitté, pas vrai? Tu l'as gardé en toi. » Dorothy, effondrée, comprit enfin pourquoi le chien semblait parfois veiller la nuit, pourquoi il se figeait aux sirènes. Il n'était pas seulement traumatisé, il portait physiquement une part de James. La rééducation fut longue et harassante. Justice dut réapprendre à marcher avec harnais, tapis roulant aquatique et exercices douloureux. Et là, chaque jour après l'école, assistait aux séances, l'encourageant de sa voix douce. Clara s'impliquait aussi, son savoir de dresseuse revenant naturellement. Même Daniel, souvent réservé, ne manquait jamais une session. Et Marcus, malgré la haine publique, venait discrètement, aidant le chien à se relever, lui parlant comme à un frère retrouvé. Chaque petit progrès devenait une victoire. Le premier pas seul, le premier sprint de 3 mètres, le premier saut hésitant dans une piscine d'hydrothérapie, les étudiants vétérinaires filmaient et les vidéos inspiraient des milliers de personnes en ligne. Une séquence où Justice réussit à monter 4 marches sans aide fit plus d'1 million de vues, partagées par des associations de vétérans à travers le pays.
Mais tout n'était pas qu'une ascension héroïque. Les rechutes existaient. Parfois, Justice s'effondrait en pleine séance, ses pattes arrière cédant soudainement. D'autres fois, ses cauchemars revenaient, l'arrachant à son sommeil avec des gémissements déchirants. Ces nuits-là, Ella se glissait au sol à ses côtés, posant sa couverture sur lui, chuchotant jusqu'à ce qu'il se rendorme. Puis, un soir de février, alors qu'un vent glacé frappait les vitres de la clinique, un événement inattendu se produisit. Dorothy, restée seule auprès de lui, fredonnait un vieux cantique que James aimait chanter enfant. À sa surprise, Justice redressa brusquement la tête, ses yeux fixés sur elle, puis il se leva lentement malgré la douleur et posa son museau contre son cœur. Dorothy, bouleversée, comprit que le chien reconnaissait la voix de sa première maison, la chanson de son maître disparu. « Oh mon garçon !» murmura-t-elle en larmes. « Tu n'as jamais cessé d'attendre James, n'est-ce pas ?» Les semaines suivantes, un véritable mouvement naquit autour de lui. La colonelle Patricia Williams lança officiellement l'association Justice for Heroes, destinée à financer les soins des chiens de service blessés et à soutenir leurs maîtres. Des centaines de dons affluèrent, pas seulement pour Justice, mais pour tous ces animaux oubliés après leurs années de service. Pour la première fois depuis longtemps, Daniel sentit que la honte du chômage s'allégeait. Lui qui pensait avoir échoué comme père, comprit qu'ils avaient offert à Justice une seconde chance, mais que le chien leur avait rendu bien plus. Une raison de se battre, une unité retrouvée. Clara, elle, retrouva une flamme qu'elle croyait éteinte depuis son accident. Travailler de nouveau avec un chien de service lui rappelait sa vocation profonde. Et Ella, plus déterminée que jamais, s'était transformée en voix des sans-voix, son courage inspirant des milliers de personnes. Mais l'histoire n'était pas terminée, car une lettre, reçue par Dorothy dans une enveloppe sans retour, allait rouvrir une plaie plus profonde encore. À l'intérieur, une photo. James, le jour de sa remise de médaille, avec Justice assis à ses côtés. Derrière, une inscription manuscrite. Il n'est jamais parti, il veille encore. Dorothy, les mains tremblantes, montra l'image à sa famille. Quelqu'un essaie de nous dire que James est toujours ici, à travers Justice. Mais qui a envoyé ça? Personne ne le savait encore. La lettre mystérieuse plongea la famille Henderson dans un mélange d'émotion et d'inquiétude. Dorothy ne cessait de caresser la photo, ses doigts suivant l'inscription tremblaient au dos. Il n'est jamais parti, il veille encore. Les autres se demandaient qui pouvait bien être derrière cet envoi. Un ancien collègue de James, un vétéran reconnaissant, ou quelqu'un qui suivait de très près leur histoire depuis le début. Daniel, plus pragmatique, déclara « Peu importe qui a envoyé ça, ce n'est pas une menace. C'est un rappel. Justice est devenue un symbole et ce symbole dépasse largement notre maison. » Mais Clara fronça les sourcils. « Justement, ça m'inquiète. Plus on attire l'attention, plus on attire aussi des regards malsains. Ce chien est fragile. Nous devons le protéger, pas l'exposer davantage. » Ella, de son côté, refusait de voir la situation avec peur. « Peut-être que c'est James qui essaie de nous parler », souffla-t-elle. Dorothy posa sa main sur son épaule avec tendresse. « Mon ange, les morts ne nous écrivent pas. Mais parfois, ils trouvent des messagers. » Quelques jours plus tard, la réponse vint d'une source inattendue. Un vieil homme, en uniforme d'apparat, se présenta à la maison Henderson. Il portait une canne, ses cheveux blancs impeccablement coiffés. « Je suis le colonel en retraite William O'Connor, dit-il en se présentant à Daniel. J'ai servi avec votre fils, Madame Martinez. Et j'ai envoyé cette photo. » Dorothy, émue, l'invita aussitôt à entrer. Autour de la table, O'Connor expliqua qu'il avait été le supérieur de James lors de ses débuts dans la réserve. « J'ai gardé cette photo depuis des années. Quand j'ai vu l'histoire de Justice dans les journaux, j'ai compris que c'était le moment de vous la donner. Parce que ce chien n'est pas seulement le souvenir de votre fils. Il est aussi le gardien de son héritage. » Ces mots résonnèrent profondément. Ella, fascinée, lui demanda « Vous croyez qu'il sent encore la présence de James ?» Le colonel hocha la tête. Les chiens K9 sont entraînés à la loyauté absolue. Mais au-delà de l'entraînement, il y a ce lien invisible. Justice n'a jamais cessé de veiller parce qu'il croit que James a encore besoin de lui. Cette rencontre renforça encore la détermination de la famille. Il savait désormais que Justice était plus qu'un rescapé. Il était le symbole vivant d'une mémoire partagée, celle d'un sacrifice. Pendant ce temps, la rééducation progressait. Chaque jour, Justice retrouvait un peu de force. Ses pas restaient hésitants, mais il avançait. Un matin de mars, il réussit à courir sur 10 mètres sans harnais, sous les applaudissements des étudiants vétérinaires. Ella, filmant la scène, cria de joie
Tu l'as fait, Justice, tu l'as fait !» La vidéo devint virale en moins de 24 heures, atteignant 2 millions de vues et attirant l'attention des médias nationaux. Bientôt, des invitations affluèrent, talk shows, journaux télévisés, même une proposition de documentaire. Daniel hésitait. Est-ce qu'on veut vraiment exposer encore plus ce chien? Mais Dorothy répondit fermement, ce n'est pas seulement son histoire, c'est celle de tous les vétérans oubliés. James aurait voulu que son chien devienne une voix pour ceux qui n'en ont pas. Alors, un soir, ils acceptèrent une invitation pour une émission diffusée en direct à New York. Le voyage fut éprouvant, mais le résultat marqua un tournant. Devant des millions de téléspectateurs, Ella raconta comment Justice était arrivé dans leur vie, comment il avait survécu à l'abandon et à la maladie. À côté d'elle, Dorothy brandit la photo de James et déclara « Ce chien est la dernière mission de mon fils, et nous ne l'abandonnerons jamais ». Les applaudissements explosèrent sur le plateau et les réseaux sociaux s'enflammèrent. Le hashtag « Lâche Justice le chien » devint tendance mondiale. Des dons affluèrent encore, non seulement pour lui, mais pour l'association Justice for Heroes. Mais, avec la lumière, vinrent aussi des ombres. À Nashville, certains membres de l'ancienne unité K9 murmurèrent que la famille exploitait l'image du chien pour de l'argent. Des articles anonymes apparurent en ligne, accusant Marcus d'être un traître et la famille Henderson de profiter de la mort de James. Daniel encaissait mal ces attaques. « Tout ce que nous faisons, c'est pour lui », répétait-il. Clara tenta de le rassurer, mais elle voyait bien que cette guerre d'opinion rongeait son mari. Un soir d'avril, alors qu'ils revenaient d'une conférence organisée par Justice for Heroes, ils retrouvèrent leur boîte aux lettres éventrées, le mot « Lâchez-le » peint en rouge sur la porte. La peur s'installa. Elle a eu du mal à dormir et même Justice, malgré ses progrès, se montra plus nerveux, aboyant à la moindre ombre. La police locale ouvrit une enquête, mais sans résultat immédiat. Marcus, qui habitait désormais à proximité, se porta volontaire pour rester souvent auprès de la famille. « Si quelqu'un en a après vous, il en a surtout après moi », dit-il en serrant les poings. « Et cette fois, je ne fuirai pas. » La tension atteignit son comble lorsqu'un journaliste découvrit un détail inédit dans le dossier de l'explosion qui avait tué James Martinez. Officiellement, il s'agissait d'une opération de drogue ayant mal tourné. Mais un rapport classé mentionnait que Justice avait repéré quelque chose d'inhabituel ce soir-là, juste avant l'explosion, comme s'il avait senti la bombe. Certains commencèrent à suggérer que la mort de James n'était peut-être pas un simple accident. Cette révélation frappa Dorothy comme un coup de tonnerre. « Vous voulez dire qu'on l'a peut-être tué intentionnellement ?» demanda-t-elle d'une voix blanche. Marcus, les mâchoires serrées, répondit « Je le crains, madame, et si c'est vrai, alors Justice est peut-être le dernier témoin vivant de ce qui s'est réellement passé. » Le poids de cette vérité retomba sur tous. Ce chien, rescapé d'une explosion, portait non seulement la mémoire de son maître, mais aussi un secret dangereux. La révélation que la mort de James Martinez pouvait être autre chose qu'un accident changea tout. Dorothy, d'ordinaire si calme, fut secouée par une rage glaciale. « Mon fils n'est pas mort par hasard », murmura-t-elle. « Quelqu'un savait ? Et quelqu'un voulait le faire taire. » Marcus, blême, confirma d'un hochement de tête. James avait commencé à parler d'irrégularités dans certaines saisies. Des preuves qui disparaissaient, de l'argent qui ne remontait jamais dans les rapports. Je pensais qu'il exagérait. Mais s'il a eu raison, alors, il a été éliminé. Justice, couché à leurs pieds, semblait sentir le changement d'atmosphère. Ses oreilles se dressèrent, son corps tendu, ses yeux clairs scrutant chaque recoin de la pièce comme s'il anticipait une menace invisible. Le lendemain, Daniel contacta un ancien ami de l'armée devenu enquêteur privé, Nathan Cole, pour examiner le dossier. Cole, un homme grand et sec aux yeux perçants, éplucha les archives officielles. « Il y a des incohérences », admit-il. Le rapport initial mentionne une explosion accidentelle causée par une fuite de gaz. Mais le laboratoire criminel avait signalé des traces de C4 effacées des documents finaux. Et tenez-vous bien, le chien Justice avait été noté comme réagissant fortement à la zone du coffre arrière juste avant la détonation. Ça a été retiré du rapport final. Ces paroles glacèrent Dorothy et Clara. Ella, elle, fixa Justice avec un mélange de fascination et de peur. Il savait, il a essayé de prévenir, mais personne ne l'a écouté. La nouvelle fuite médiatique enflamma les réseaux sociaux. Le récit de Justice cessa d'être seulement une histoire de résilience canine. Il devint une possible affaire criminelle impliquant corruption policière.
La pression monta sur les autorités locales qui annoncèrent officiellement la réouverture de l'enquête sur la mort de l'officier James Martinez. La réaction ne se fit pas attendre. Des appels anonymes commencèrent à inonder la maison Henderson, certains menaçant et d'autres suppliant de laisser tomber. Une nuit, la famille fut réveillée par un bruit sec, la fenêtre de la cuisine brisée par une pierre enveloppée d'un papier. Dessus, un seul mot, écrit en lettres rouges, « Taisez-vous ». Marcus insista pour renforcer la sécurité de la maison. Caméras, serrures, rondes de surveillance. Ils savent bien que Justice est la clé, expliqua-t-il. Et s'ils essaient de l'atteindre, c'est parce qu'il porte en lui la mémoire de ce soir-là. Même si c'est un chien, son comportement peut réveiller la vérité. Un soir, Nathan Cole proposa une idée risquée. Et si on recréait la scène de l'explosion à petite échelle pour voir comment Justice réagit? S'il nous conduit quelque part ou répète un comportement, ça pourrait indiquer ce qu'il avait perçu ce soir-là. Daniel hésita, Clara protesta immédiatement. Non, ce chien a déjà trop souffert. On ne va pas lui faire revivre son traumatisme pour une enquête. Mais Dorothy, la voix lourde de détermination, trancha « James est mort sans justice. Et ce chien est peut-être le seul capable de nous dire ce qui s'est réellement passé. » Quelques jours plus tard, ils organisèrent l'expérience dans un terrain sécurisé sous la supervision de vétérinaires et d'experts K9. Justice, équipé d'un harnais spécial, fut amené près d'une voiture similaire à celle de l'accident. Au début, il hésita, son corps tremblant légèrement. Puis lentement, il s'approcha du coffre arrière, grognant bas, exactement comme noté dans le rapport disparu. Ses griffes grattèrent frénétiquement la tôle, comme s'il cherchait encore à alerter. Et là, bouleversé, cria presque « Vous voyez, il savait, il essayait d'avertir James. » Marcus serra les poings, ses yeux embués de larmes. Mon Dieu, il avait raison tout ce temps. James avait mis le doigt sur quelque chose qu'il voulait cacher. Les enquêteurs prirent note, mais cette démonstration fit plus qu'alimenter le dossier. Elle confirma aux yeux de tous que Justice n'était pas seulement un survivant, mais un témoin vivant, et un témoin dangereux pour ceux qui avaient quelque chose à perdre. Dans les jours qui suivirent, la tension atteignit un sommet. La maison Henderson fut placée sous protection policière, mais l'atmosphère restait oppressante. Chaque bruit de voiture dans la rue faisait bondir Clara. Chaque appel anonyme glaçait Daniel. Et là, malgré sa peur, continuait de poster des vidéos, refusant de se taire. « Si on nous fait peur, c'est parce qu'on est proche de la vérité », disait-elle à ses abonnés. Puis survint l'incident. Un soir, alors que Marcus raccompagnait Ella, après une séance de rééducation de Justice, une camionnette sombre surgit au détour de la route et tenta de les forcer sur le bas-côté. Marcus réussit à éviter l'accident, mais le message était clair, quelqu'un voulait les faire taire. Le lendemain, Nathan Cole révéla ce qu'il avait découvert. Un ancien policier, renvoyé pour corruption, travaillait désormais pour un cartel local. Ce même nom apparaissait en filigrane dans les dossiers de James, juste avant sa mort. « Si mes soupçons sont bons, » expliqua Cole, alors la bombe n'était pas destinée seulement à James. Elle visait à effacer des preuves. Et Justice est la preuve vivante que quelque chose clochait. Dorothy, la voix dure comme l'acier, déclara « Alors ils ont tué mon fils pour protéger leurs affaires, mais ils n'ont pas tué Justice. Et tant que ce chien respire, James ne sera pas réduit au silence. » Dans ce silence lourd de promesses, Justice leva la tête, ses yeux brillants fixant chacun d'eux comme s'il comprenait chaque mot. La tension monta d'un cran dans les jours qui suivirent l'attaque de la camionnette. La maison Henderson, autrefois remplie de rires et de l'aboiement joyeux de Justice, ressemblait désormais à une forteresse assiégée. Des policiers surveillaient la rue, mais la peur planait constante, invisible. Daniel, les traits tirés, dormait à peine. Clara, malgré ses efforts pour rassurer Ella, sautait au moindre bruit. Dorothy, elle, semblait se transformer en roc, immuable, déterminée à tenir bon. Justice ressentait cette atmosphère. Lui qui retrouvait peu à peu ses forces, devint hyper vigilant, se tenant souvent assis près de la porte d'entrée, ses yeux brillants fixant l'obscurité au dehors. Chaque fois qu'un véhicule ralentissait devant la maison, un grondement sourd naissait dans sa gorge. Un soir, Nathan Cole réunit la famille autour de la table de la cuisine. « J'ai contacté un ancien collègue du FBI », annonça-t-il. « Ils soupçonnent un réseau mêlant d'anciens policiers corrompus et un cartel. James avait commencé à remonter cette piste, et c'est sans doute pour ça qu'ils l'ont fait taire. » Clara porte une main à sa bouche. « Mon Dieu, tout ça à cause de son sens du devoir. » Cole poursuivit au grave. «
Ils savent que Justice a réagi sur la scène, qu'il représente la preuve que l'explosion n'était pas accidentelle. Ils ne reculeront devant rien pour éteindre ce dernier témoin. Ella éclata. « Mais ce n'est qu'un chien. Pourquoi ils ont peur de lui ?» Cole se pencha vers elle. « Parce qu'il incarne la vérité. Parce que chaque image de lui, chaque vidéo virale, rappelle au public que l'histoire officielle est fausse. Un chien qui survit à une bombe et qui alerte encore au même endroit, c'est plus fort que n'importe quel rapport falsifié. » Le silence tomba. Tous comprirent que Justice était devenue une cible. Quelques nuits plus tard, la menace devint réalité. Alors que la pluie battait contre les vitres, Marcus, qui montait la garde dans le salon, entendit un bruit métallique derrière la maison. Avant même qu'il n'ait le temps de réagir, Justice bondit, ses pattes claquant contre le parquet, son grondement résonnant comme un avertissement. Dans l'obscurité du jardin, une silhouette se faufilait. Marcus attrapa une lampe torche et sortit en courant. Justice à ses côtés, malgré son handicap, le faisceau de lumière révéla un homme cagoulé qui s'enfuyait par-dessus la clôture. Sur le sol, Marcus découvrit un bidon d'essence et un briquet. Ils allaient incendier la maison, souffla-t-il, le cœur battant à tout rompre. Justice, haletant, fixait encore la direction de la fuite, son corps tendu, comme s'il refusait de céder un pouce de terrain. L'incident fut signalé à la police et au FBI qui décidèrent enfin d'intervenir sérieusement. Une équipe fédérale se joignit à Nathan Cole pour enquêter plus profondément. Ils mirent Marcus sous protection officielle car son passé d'ancien policier et sa proximité avec James faisaient de lui un témoin clé. Pendant ce temps, Justice continua ses progrès physiques. Malgré la peur, malgré les menaces, il gagnait en force. Son regard reprenait cette intensité qu'il avait autrefois en mission. On aurait dit qu'il comprenait que sa famille avait besoin de lui, plus que jamais. Un jour, alors que Cole analysait les archives de James dans le bureau improvisé de Daniel, Justice s'approcha d'une vieille caisse de documents que personne n'avait encore ouverte. Son museau s'agita, reniflant frénétiquement. Puis il gratta avec insistance. Intrigués, Cole et Marcus déplacèrent la pile et découvrirent une clé USB soigneusement emballée dans du plastique. Lorsqu'ils la branchèrent sur l'ordinateur, un dossier crypté s'ouvrit. Avec l'aide du FBI, ils parvinrent à décoder les fichiers. Il s'agissait de rapports détaillés de James sur plusieurs transactions illégales impliquant des officiers corrompus et un cartel opérant dans plusieurs États. Justice venait de retrouver par instinct la preuve que son maître avait laissée derrière lui. Dorothy, bouleversée, posa sa main sur la tête du chien. « Tu as protégé son secret tout ce temps, et tu viens encore de sauver son honneur. » Ces documents firent l'effet d'une bombe. Les médias nationaux relayèrent l'affaire. Des arrestations commencèrent, d'anciens policiers furent mis en examen, mais cette victoire eut un prix. La famille reçut un nouvel avertissement. Une lettre glissée sous leur porte, sans signature. « Vous avez gagné une bataille, mais pas la guerre, justice paiera. » La sécurité fut renforcée, mais la peur n'abandonnait pas les Henderson. Elle a refusé pourtant de céder. Dans une vidéo émotive publiée sur ses réseaux, elle regarda la caméra avec une détermination d'adulte dans un corps d'enfant. « Vous pouvez menacer, vous pouvez attaquer, mais Justice ne sera jamais réduit au silence, parce qu'il porte en lui la voix de mon oncle James. Et nous, sa famille, on ne reculera jamais. » La vidéo devint virale encore une fois, des millions de personnes partagèrent son message. Justice devint une icône, un symbole de loyauté, de vérité et de courage, mais dans l'ombre, ceux qui voulaient l'effacer se rapprochaient. Et le jour vint où Justice dut faire face à son ultime épreuve. La tension atteignit son point de rupture au début de l'été. Les menaces étaient devenues quotidiennes, mais la famille y s'accrochait. Pourtant, malgré la protection policière, malgré les caméras de surveillance, les Henderson savaient qu'une confrontation directe finirait par arriver. Un soir de juin, alors qu'un orage grondait au loin, Dorothy et Ella jouaient avec Justice dans le salon. Clara préparait le dîner, Daniel passait en revue des papiers avec Nathan Cole et Marcus patrouillait devant la maison. Tout semblait calme, jusqu'à ce que les lumières s'éteignent brutalement. Une coupure de courant. Avant même que quelqu'un ne parle, Justice se redressa, les oreilles pointées, son corps entier vibrant de tension. Un grondement profond monta de sa poitrine. Dans la pénombre, Daniel murmura « Ils sont là !» Une seconde plus tard, un fracas retentit à l'arrière, la porte du garage forcée. Des silhouettes cagoulées envahirent la maison. Tout alla très vite. Marcus bondit pour les intercepter, mais fut plaqué contre le mur. Nathan sortit son arme, échangeant des coups dans le noir. Clara saisit Ella et l'attira sous la table.
Dorothy, tremblante plus droite, se plaça devant sa petite fille comme un bouclier. Et Justice se transforma. Malgré ses séquelles, malgré ses douleurs, il bondit dans l'obscurité avec une puissance qu'aucun vétérinaire n'aurait cru possible. Ses crocs claquèrent, ses pattes frappèrent, un cri résonna quand il projeta l'un des intrus au sol. Dans la confusion, ses aboiements féroces emplirent la maison comme un rappel primal. Ce n'était pas une simple demeure, c'était son territoire, sa famille. L'affrontement fut violent. Un homme leva son arme vers Ella, mais Justice, d'un élan presque surhumain, se jeta devant elle, interceptant le danger. Le choc fit basculer l'assaillant, permettant à Nathan de le neutraliser. Daniel, armé d'un tisonnier, repoussa un autre agresseur jusqu'à la porte. Marcus, libéré, immobilisa celui qui tentait de fuir. Puis, les sirènes déchirèrent la nuit. La police, alertée par les voisins et les caméras, encercla la maison. Les intrus furent arrêtés. Parmi eux, 2 anciens officiers de police liés au cartel que James avait dénoncé. Le puzzle s'assemblait enfin, James avait découvert leur réseau et ils avaient cherché à l'effacer. Justice, survivant de l'explosion, était resté le témoin qu'il n'avait jamais pu faire taire. Dans le chaos, la famille réalisa que Justice était blessée. Une balle avait effleuré son flanc lors de l'attaque. Et là, en larmes, pressa sa main contre la plaie. « Tiens bon, tu n'as pas le droit de nous quitter maintenant ?» Les vétérinaires arrivés en urgence stabilisèrent l'animal. Malgré la douleur, Justice restait conscient. Ses yeux fixés sur Ella, comme pour lui dire « Je suis encore là ». L'affaire fit la une nationale. Les intrus arrêtés révélèrent et sous pression l'existence d'un vaste réseau de corruption. Le nom de James Martinez, longtemps éclipsé, fut enfin lavé. On reconnut officiellement qu'il avait découvert le scandale et payé de sa vie. Justice, son partenaire, avait survécu pour porter la vérité. Quelques semaines plus tard, une cérémonie fut organisée au Capitole de l'État. Dorothy, vêtue de noir, avança jusqu'au pupitre. À ses côtés, Justice, encore bandée mais debout, regardait la foule silencieuse. La gouverneure remit à la famille la médaille de l'héroïsme à titre posthume pour James Martinez et une médaille de service pour Justice, reconnue officiellement comme chien policier tombé en mission mais revenu pour témoigner. Lorsque Dorothy prit la parole, sa voix brisée porta loin « Mon fils a été tué parce qu'il croyait en la vérité. Mais ce chien a refusé de laisser cette vérité mourir avec lui. Justice a porté une partie de James dans son corps et son esprit dans son cœur. Aujourd'hui, nous savons que la loyauté et l'amour sont plus forts que la peur et la corruption. » La foule se leva dans une ovation. Et là, serrant le collier de Justice, pleurait à chaudes larmes. Clara et Daniel, main dans la main, savaient que leur famille avait survécu à l'impensable. Marcus, de son côté, se tenait légèrement en retrait, les yeux rougis, enfin en paix. Mais pour Justice, la route n'était pas terminée. Son corps restait marqué, sa santé fragile. Les vétérinaires avertirent qu'il ne lui restait probablement pas plus de quelques années, peut-être moins. Pourtant, ce chien, qui avait survécu à la guerre, à l'abandon, à la maladie et aux menaces, semblait refuser obstinément de lâcher prise. Et ce soir-là, alors que tout le monde s'endormait enfin dans une maison redevenue silencieuse, Justice se coucha au pied du lit d'Ella. Il posa doucement sa patte sur son bras, ferma les yeux et laissa échapper un souffle paisible. Pour la première fois depuis des années, il semblait apaisé. Mais une question planait encore, dans l'ombre de cette victoire. Combien de temps Justice tiendrait-il et que deviendrait la famille Henderson quand viendrait le jour où il devrait lui dire adieu? Après la cérémonie au Capitole, la vie des Henderson reprit un rythme plus calme. Mais plus rien n'était comme avant. Le nom de James Martinez avait été réhabilité, les coupables arrêtés, et Justice était devenue une icône nationale. Pourtant, derrière les honneurs et la reconnaissance, il restait une famille marquée, épuisée par des mois de menaces et de peur. Dorothy semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques semaines. Pourtant, elle retrouvait parfois une énergie nouvelle lorsqu'elle promenait Justice dans le jardin. Elle lui parlait comme on parle à un vieil ami, lui racontant des souvenirs de James, des histoires de son enfance qu'Ella n'avait jamais entendues. « Ton maître adorait grimper aux arbres, tu sais, lui confiait-elle en caressant son dos. Et il tombait toujours, mais toi, tu l'aurais attrapé, je le sais. » Daniel, qui s'était senti si longtemps inutile, trouva dans cette épreuve une forme de rédemption. Il accepta une proposition de rejoindre l'association Justice for Heroes comme conseiller. Pour la première fois depuis des années, il avait le sentiment de servir à nouveau à quelque chose.
Clara, de son côté, se rapprocha des vétérinaires qui avaient sauvé Justice et reprit une activité dans le domaine du dressage thérapeutique. Ses cicatrices physiques étaient toujours là, mais elle avait retrouvé confiance. Et Ella devint la voix de Justice. Elle multipliait les conférences dans les écoles, les vidéos en ligne, expliquant que les animaux de service ne sont pas des outils, mais des héros silencieux. Elle raconta son histoire avec des mots simples mais puissants. Et chaque fois que Justice apparaissait à ses côtés, les foules retenaient leur souffle. Mais malgré cette renaissance, une vérité douloureuse restait présente. Justice déclinait, ses pas étaient plus lents, ses phases de fatigue plus fréquentes. Parfois, son arrière-train cédait encore, et il regardait Ella avec des yeux presque désolés, comme s'il s'excusait de ne pas être assez fort. Ella l'enveloppait alors de ses bras et murmurait « Tu n'as plus rien à prouver, tu as déjà sauvé le monde ». Un été, la famille décida d'emmener Justice au bord de la mer, chose qu'il n'avait jamais connue. Le voyage fut difficile, mais quand ses pattes foulèrent enfin le sable chaud et que l'odeur salée de l'océan lui parvint, il se transforma. Il courut maladroitement vers les vagues, aboyant comme un chiot, éclaboussant Ella, qui riait aux éclats. Ce moment, filmé et partagé en ligne, devint l'une des images les plus marquantes de son histoire. Un chien qui, malgré ses blessures, savourait la vie avec l'intensité d'un survivant. Dorothy, assise sur une chaise face à l'océan, pleura en silence. « James aurait adoré être là », murmura-t-elle. Marcus, qui s'était assis près d'elle, répondit doucement « Mais il est là, à travers lui, à travers nous ». À mesure que les mois passaient, Justice devint aussi un chien de thérapie improvisé. Des vétérans traumatisés venaient le voir, caresser sa tête, lui parler. Certains confiaient qu'ils n'avaient jamais réussi à raconter leurs cauchemars à leurs proches, mais qu'avec Justice, les mots sortaient naturellement. Le chien écoutait, immobile, ses yeux pleins d'une sagesse silencieuse. Un ancien soldat, après une longue séance, déclara « Ce chien comprend plus que n'importe quel psy, parce qu'il a traversé la guerre lui aussi ». Et là, témoin de ces instants, sentit grandir en elle une vocation. Elle se mit en tête de devenir vétérinaire spécialisée en chiens de service. Justice ne serait pas éternelle, mais son héritage pouvait inspirer sa propre mission. Puis vint l'hiver, le froid accentua les douleurs de Justice. Les vétérinaires expliquèrent qu'il souffrait d'arthrose sévère et que ses organes commençaient à faiblir. Chaque membre de la famille le savait, le temps était compté. Pourtant, personne ne voulait prononcer les mots interdits. Un soir de décembre, alors que la neige tombait doucement, Ella trouva Justice allongée sur le tapis du salon, respirant plus lentement que d'habitude. Elle s'agenouilla à ses côtés, posa sa tête contre son flanc et murmura « Tu peux te reposer, tu sais, tu n'as plus besoin de te battre ». Le chien ouvrit les yeux, leva une dernière fois son museau pour toucher la joue de la fillette, puis se rendormit paisiblement. Cette nuit-là, toute la famille se réunit autour de lui. Dorothy fredonna le vieux cantique que James aimait chanter. Clara, Daniel et Marcus posèrent chacun une main sur son corps chaud. Ella resta blottie contre lui, refusant de le quitter. Justice s'endormit au milieu de ceux qui l'avaient sauvé, bercés par leur voix et leur amour. La fin approchait, mais loin d'être une tragédie, c'était une promesse tenue. Justice ne partirait pas seule. L'hiver semblait suspendre le temps. La maison Henderson baignait dans une atmosphère lourde, chacun retenant son souffle en attendant l'inévitable. Justice, épuisé par ses blessures, semblait pourtant serein, comme s'il savait que sa mission touchait à sa fin. Un soir de janvier, la famille était réunie autour de lui. Dorothy, assise dans son fauteuil, Ella blottie contre elle. Marcus et Daniel parlaient à voix basse, Clara préparait du thé. Justice, allongée sur un plaid, respirait lentement. Ella s'approche, lui prit doucement la patte et murmura « Tu es mon meilleur ami, tu m'as sauvé. Tu n'as plus besoin de te battre maintenant. » Dorothy entonna un vieux chant militaire appris par James. Bientôt, Marcus, Clara et Daniel se joignirent à elle, créant une bulle d'amour et de chaleur autour du chien. Et c'est ainsi, entouré des siens, que Justice ferma les yeux une dernière fois. La douleur fut immense, mais il n'était pas parti seul. Il s'était éteint entouré de ceux qui l'avaient sauvé, reconnu comme un héros. Lors de la cérémonie d'adieu, des centaines de personnes se rassemblèrent dans le parc municipal. L'urne, recouverte d'un drapeau, fut accompagnée par un cortège silencieux. Dorothy rappela que Justice avait survécu à l'impensable sans jamais cesser d'aimer. Un vétéran déclara qu'il avait guéri, plus de cicatrices invisibles que n'importe quel médicament. Et Ella, malgré ses larmes, conclut d'une voix ferme. Même quand on est brisé,
On peut encore aimer, parce que l'amour, ça reste. Son départ ne marqua pas la fin de son histoire. Au contraire, il devint un héritage. Dorothy parcourut le pays pour raconter l'histoire de James et de son chien. Daniel et Clara aidèrent à créer le Centre Justice Martinez, un lieu dédié aux vétérans et aux chiens de service. Marcus, apaisé, forma de nouvelles recrues, transmettant l'histoire de justice comme un exemple de loyauté. Et Ella, inspirée, décida de devenir vétérinaire spécialisée dans les chiens de thérapie. Un an plus tard, une statue fut érigée à Nashville. Justice, assis, la tête haute, face à l'horizon. Gravées à sa base ces simples paroles, fidèles jusqu'au bout. Ce jour-là, Ella déposa son collier au pied de la sculpture et murmura « Tu n'es pas parti, tu es partout ». Et en effet, Justice n'était jamais vraiment parti. Son nom, son souvenir et sa mission continuaient de vivre à travers chaque vétéran réconforté, chaque enfant inspiré, chaque famille qui adoptait un chien blessé. Car parfois, les plus grands héros ne portent pas d'uniforme, ils marchent sur 4 pattes.